On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Parce qu'aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'il y a eu les manifestations et donc on a organisé une petite manifestation commémorative et pour un petit peu représenter ce qui s'est passé. Dans quel état d'esprit tu es aujourd'hui? Ça n'a pas été trop dur de... Non, pas du tout, parce qu'il faut savoir que je n'ai absolument rien vu de ce qui s'est passé, puisque j'ai été matraquée par derrière et je suis tombée au sol. Après, donc j'étais inconsciente et j'étais à l'hôpital. On m'a tout raconté. Moi, je n'ai vu que jusqu'au moment où on me matraque. Donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup de policiers, c'était pour peu de manifestants. Hein. Il y avait trois NAS, il y avait 30 personnes dans chaque NAS. Et c'était calme de chez calme. Voilà, donc je peux pas dire que j'ai de l'émotion, non. D'accord. Par contre, pourquoi j'ai accepté de le faire? Parce que justement, les autres victimes, il faut savoir que ça s'est passé sur toute la journée du 23 mars. Ils se sont déchaînés, les policiers. Donc il faut savoir que les autres victimes qui ont été blessés, mais beaucoup psychologiquement, poursuivis, la chasse à l'homme et tout ça, avaient besoin de commémorer. L'année dernière, ça n'a pas pu se faire parce que il y a eu le premier confinement. Ouais. Et cette année, ils tenaient vraiment à commémorer pour peut-être évacuer tout ce que être reconnu aussi comme victime. Ouais. Voilà, c'est pour ça que j'ai accepté de faire cette commémoration, et surtout parce que aussi je la liais avec la sécurité globale, la loi sécurité globale, donc, et séparatisme, et le décret du fichage. Donc en liant tout ça, c'était très important pour moi. D'accord. Et la dernière fois, quand il y a eu quand on a discuté ensemble et qu'on était en... On a souvent employé le terme de traumatisme de guerre. Les gens sont vraiment été traumatisés par ce qui s'est passé. Justement, le collectif Gilets jaunes contre les violences policières PACTA, qui a organisé cette commémoration, reconstitution théâtrale de toute la journée du 23 mars, ce sont des gens qui ont été choqués, mais ils ont employé le mot que c'était des scènes de guerre. Ouais. Parce que vraiment, les policiers, alors qu'il ne se passait absolument rien, les policiers, ils étaient armés, ils avaient les casques, ils avaient les boucliers en l'air, ils avaient les tonfas à la main. Par exemple, dans le rapport du capitaine de gendarmerie qui a refusé d'obéir au commissaire Souchy, il dit bien que quand en formation, ils ont des directives, et dans ces directives, il est dit que si les manifestations sont calmes, ils doivent se tenir à plus de 2 mètres d'eux, et les tonfas doivent être dans leur fourreau, et les boucliers doivent être par terre. Ce n'était pas le cas, c'était des scènes de guerre. Ça, je peux en témoigner parce que je l'ai vu. Après, j'ai pas vu le reste, mais quand ils ont chargé et tout ça, mais j'ai vu quand même qu'ils se comportaient comme si on était en guerre civile ou en scène de guerre.
Ben, je l'ai vu aussi C'est puisque je chaud, faisais c'est partie choquant. Ouais. des Ah ben manifestants. oui, tu étais là aussi. Oui, oui, j'étais là et j'ai fini en garde à vue pour rien. Voilà. C'était. Comme 90 autres Ouais. qui ont été mis en garde à vue. Ça aussi, psychologiquement, ça a été grave. Parce qu'ils ont été mis 24 heures en garde à vue. Ils n'avaient absolument rien fait. Et c'est gratuit. Et puis on leur a mal parlé. Moi, ma Sans fille boire, était- sans manger. Ma fille était traumatisée de voir son père embarqué en garde à vue. Alors je lui avais dit, Voilà, bah, mais viens, non. il faut manifester, c'est important de dire ce qu'on pense, etc. En plus, ça se passe bien. Enfin, voilà. Et voilà, Première elle m'a vu manif. partie, première manif. Eh bien, hier, dans la répétition de la scène de théâtre, j'ai fait la connaissance d'une femme gilet jaune et de son fils, et c'était le même cas que toi. C'est-à-dire que ce fils, c'était la première fois qu'il allait manifester, que sa mère l'a mené, et il me disait qu'il a été en état de choc. Il ne pensait pas que c'était ça, quoi, comme ta fille. Ouais. Voilà, ça a été, toi, ces jeunes que tu amènes pour la première fois manifester, dans des manifestations qui se veulent calmes, hein, c'était Ben pas... oui. hein, voilà. Il n'y avait aucune quel- scène de violence. Quelle image ils ont, ces jeunes, hein, de, Ouais. de la société. Aujourd'hui, c'est grave ce qu'on fait vivre à notre jeunesse. Ouais. Et dans les suites après, donc ça en est où grosso modo les suites de. Parce qu'en fin de compte, tu as été hospitalisé, ils ont interdit l'accès Oui. à ta chambre, ils ont essayé de t'influencer. Ils ont interdit l'accès à ma chambre parce que j'étais une terroriste. Carrément, ils l'ont dit. Le personnel soignant n'avait pas le droit de me parler. Alors, quand le personnel était seul, il me parlait, mais quand ils étaient deux dans la chambre, ils ne me parlaient pas. Je les suis tout ça là-bas. Hein. Et parce que j'étais une terroriste. Dans 24 heures sur 24 devant ma porte. Dans 10 jours quand même, quelque chose comme ça, non? Alors, pendant du 23 au 3, quand j'ai changé d'hôpital, le cadre de santé dans le nouvel hôpital gérontologie, il a refusé qu'il y ait un vigile devant ma porte. Il a dit, moi, j'accepte pas ça. À l'hôpital Pasteur, ils ont accepté. D'accord. Et mes filles, il fallait qu'elles montrent leur carte d'identité pour rentrer me voir. Non, mais c'était... Vous vous rendez compte, me traiter de terroriste alors que je faisais absolument rien, quoi. J'avais même un drapeau de la paix, quoi. Non, mais c'est hallucinant, on a envie de rire, mais... Oui, malheureusement. Franchement, on vit dans une société complètement à l'envers. Je fais partie de la Fondation Copernic qui dit remettre à l'endroit ce qu'ils ont mis à l'envers. Mais tous les jours, j'y pense à ça. Hein. Tous les jours. Ah oui, il y a du travail. Et où tu en es alors au niveau du procès, choses comme ça Alors le procès, je croyais que le policier il avait été mis en examen. Non, mon avocate a eu le dossier qui est descendu de Lyon là, cette semaine. Donc le policier n'est pas mis en examen, il est juste témoin. Le commissaire qui a donné les ordres quand même, que le JPN a dit qu'il avait fait un acte disproportionné. Donc lui, il a été mis en examen, mais il n'est pas suspendu. Par contre, Ludovic Fayol, qui est un jeune agent administratif de la police, quand il a vu que le procureur avait confié l'enquête à Madame Pedoya, qui est la compagne du commissaire Souchi, il a dénoncé. Mais il n'a pas dénoncé sa hiérarchie, parce que sa hiérarchie, c'est Madame Pedoya, la compagne du commissaire Souchi. Oui, donc, il a dit à la presse, il a dit à Pascal Pascariello de Mediapart. Et au bout d'un an, ils l'ont retrouvé, ils lui ont fait un procès. Il est passé en conseil de discipline à Paris au niveau de la police. Il a été suspendu pendant 1 an. Et puis après, il est passé devant le procureur et devant le juge ici à Nice. Et ils l'ont suspendu pendant 2 ans avec 1 an avec sursis. Mais sans un sou. Parce que les fonctionnaires, on n'a pas le droit au chômage, puisqu'on ne cotise pas au chômage, puisque normalement, notre paye est toujours versée quand on est fonctionnaire. Donc comme lui, il a été mis à pied, pendant 1 an, il ne touche pas de sous, il n'a pas le droit à Pôle emploi, il n'a pas le droit au chômage, et Pôle emploi, il cherche un boulot, parce qu'il n'a rien. D'accord.
Ah Donc oui. il y a une caisse qui circule, je vous invite à mettre dans sa caisse quand même pour l'aider à vivre. D'accord. Voilà. Ok. Alors lui, il a été puni, alors que quand je dis le monde à l'envers, vous voyez, c'est le monde à l'envers. Un lanceur d'alerte qui fait son travail de fonctionnaire, lui, il est puni, et le commissaire Sushi qui fait n'importe quoi, qui fracasse des gens qui ont rien fait, lui, il est juste suspendu, il est juste mis en examen. Vous voyez. Donc voilà, pour l'instant on en est là, il n'y a pas de... Donc quand même, il faut savoir aussi que mes avocats, il y a 15 jours, ont reçu une lettre du supérieur des juges d'instruction de Lyon qui disait en quelque sorte que maintenant on avait fait le maximum, c'est-à-dire ils ont mis Sushi en examen, donc on va clore l'affaire en quelque sorte. Et j'ai dit non parce que Sushi a reçu des ordres du préfet, du directeur de la sécurité, et le préfet il a reçu des ordres de Castaner, et Castaner a reçu des ordres de Macron. Donc moi je voudrais qu'on mette en examen tous ces gens-là. D'accord. Très bien. Et sinon, au niveau de santé, comment tu vas alors? Alors au niveau de santé, je suis vivante, hein. Je devais être morte, donc je suis vivante, mais bon, j'ai encore des séquelles, et puis comme je suis quand même pas très jeune, disons que ce coup que j'ai pris sur la tête se rajoute à la vieillesse, hein, et que tous les jours, j'ai un rendez-vous médical par jour. C'est affolant, voilà, c'est pénible. Donc là, je vais avoir des séances pour me rapprendre à marcher parce que je titube toujours. Mais ça, c'est parce que je ne vois pas bien. Là, je viens de passer un encéphalogramme pour voir qu'est-ce que c'est que j'ai aux yeux parce que les ophtalmos disent que ma vue, elle est 8 sur 10 à chaque œil, c'est magnifique. Donc, il faut comprendre pourquoi je ne vois pas bien. J'ai toujours zéro odorat. Au niveau du goût, j'ai toujours que le salé sucré. Voilà. Et puis, je suis toujours chez le psy. Oui. Parce que psychologiquement, tout ça, c'est pas tellement le coup, parce que j'ai rien vu, mais c'est surtout tout ce qui s'en est suivi après la gloire, entre guillemets, que j'ai pas demandé, les gens qui sont bienveillants, mais tout le monde vient me demander de mes nouvelles, et je suis reconnue comme un symbole, et moi je dis, j'ai rien fait pour être symbole. Bon. Dans tous les cas, merci. Donc je suis Florence. Je suis venue à la manifestation pacifiste mais déterminée. Et je suis arrivée par l'avenue de la République assez en avance, donc j'ai pu encore rentrer sur la place. Et alors là, dès mon arrivée, j'ai vu une violence visuelle terrible. C'est-à-dire que sur la droite, il y avait une vingtaine, trentaine de personnes encerclées par 2 rangées de forces de l'ordre qui réclamaient de l'eau, vouloir sortir. Et j'ai appris par la suite que ça a duré 2h30 qu'ils étaient enfermés là. Donc ça, c'est la première violence. Ensuite, une deuxième, c'est que j'ai été nassée dans une autre en face de la première là, et pareil, il y a quelques personnes âgées d'ailleurs, dont moi, et encerclées par les forces de l'ordre. Et là, j'ai eu une interpellation musclée parce que je protestais du fait d'être empêché de bouger sur cette place que je connais parfaitement, où je viens tout le temps et qui est au peuple. Et donc deux policiers m'ont emmené en me tirant les bras et en me frappant. Et là, j'ai eu un trou de mémoire. Je me rappelle plus du tout de ce qui s'est passé pendant quelques minutes, je pense. Et je me retrouve de nouveau à côté de Geneviève, Radija et quelques autres amis avec qui j'étais dans la NAS avant, qui criaient d'ailleurs lâchez-la, lâchez-la, c'est la grand-mère. Et je me retrouve donc en direction de monter pour aller à la Gartière. Et c'est là qu'il s'est passé cette horrible chose, le matraquage de Geneviève, et qui s'est retrouvée à terre. Donc là, j'avais repris mes esprits et j'ai compris ce qui se passait. Et voulant la rejoindre, puisque j'étais très proche,
une ribambelle de flics s'est mis entre elle et nous, les manifestants qui restions là, et qui nous ont empêchés d'aller la voir. Ensuite, une autre violence, évidemment, c'est que malgré nos pleurs et nos cris, les policiers nous ont empêchés de la rejoindre. Quand les pompiers sont arrivés pour l'emmener, moi je suis partie pour rentrer chez moi. Je mets BFM évidemment pour voir ce qu'ils en disaient. Et là, je me vois emmenée par les policiers, puis relâchée quelques secondes après, je pense. Ça a été très rapide. Et donc là, j'ai absolument aucun souvenir. Et ensuite, bien sûr, moi, j'ai pas été l'après-midi en partant de la Gartière et sur Grosso, etc. Mais j'ai entendu tous les témoignages tous les gilets jaunes que j'ai revus dès le soir et appris le nom, les gardes à vue et les maltraitances de chacun. Donc est-ce que tu peux nous parler de ce qui s'est passé là le 23 ? Qu'est-ce que ça te fait déjà de revivre ? Non, moi, pas grand-chose. En plus, j'ai joué le rôle du commissaire Fouchy, donc je suis dans un autre état d'esprit. Non, mais j'ai l'habitude. Moi, j'en suis à ma 25e garde à vue, donc ça me fait plus rien, en fait. Je vous raconte, moi, mon 23 mars, j'arrive en retard. J'avais jamais participé à une manifestation des Gilets jaunes parce que, voilà, j'avais pas trop le temps et en plus, et j'entends Estrosi qui dit il va y avoir une manifestation, ça va être terrible, manifestation nationale, appel national des Gilets jaunes, ça va être terrible, on a beaucoup de forces de police, etc. J'ai dit bon, je vais aller voir. Et je suis venu avec simplement l'intention de filmer ce qui se passait. Je suis arrivé en retard, je suis arrivé en vélo, je suis passé ici, là, j'ai vu Geneviève avec son drapeau de la paix, j'ai reconnu quelques personnes. J'ai posé mon vélo contre l'arbre et je suis descendu et j'ai commencé à filmer. J'ai filmé en avançant. Alors ce qui se passait, c'est qu'il y avait une première NAS qui était là-bas. Il y avait environ 50 personnes qui étaient nassées par des je me rappelle si c'était des gendarmes ou des CRS. Et il y avait une seconde NAS ici qui était plus lâche, mais qui était en train de se constituer par plusieurs cercles concentriques de policiers. Et donc j'ai avancé là, et comme ils me connaissent, il y a un premier flic qui me pousse pour me faire rentrer dans le cercle en disant « Rentrez là !» Je dis « Mais non, je suis en train de filmer, voilà. » Donc j'étais venu avec l'idée de ne pas me faire arrêter, je ne voulais pas rentrer. Donc je me suis dégagé, j'ai fait le tour du dispositif. À nouveau, il y a une ligne de flics qui arrive, qui se remettait en place, qui a essayé de me choper. J'ai dit non, moi je suis passé derrière eux, etc. Et je suis revenu donc ici. Donc tout ça, ça dure environ 1 minute et demie. Donc en filmant et en commentant, en disant voilà, les gilets jaunes sont en train de se faire nasser de part et d'autre, etc. Voilà. Et à ce moment-là, j'ai pas vu qu'il y avait à nouveau un autre mouvement de policiers qui essayaient de prendre ce qui était ici. Donc j'ai à nouveau essayé d'esquiver. C'est là qu'ils ont voulu me choper vraiment. Et qu'il y a un flic qui m'a dit mettez-vous sur le trottoir. Je lui ai dit je me mets sur le trottoir ici. Donc il m'a chopé, il y a eu une balayette derrière d'un flic qui m'a balancé par terre. Et moi à ce moment-là, une fois qu'on m'a balancé par terre, je sais que si je bouge une oreille, ils vont dire rébellion, etc. Donc je reste par terre allongé pendant 10 minutes. D'accord. Je suis le premier arrêté en fait. Voilà. Et finalement, ils me relèvent, je fais un peu bref parce que voilà. Et ils me font attendre le camion cellulaire, ils me font mettre dans le camion cellulaire. Et j'étais donc le premier voilà, la première fournée de 8 qui sont partis, mais le premier arrêté aussi, etc. Et donc, maintenant, je vais pas vous raconter la garde à vue, c'est toujours pareil, c'est-à-dire une cellule dégueulasse. Et la suite alors après Alors la suite, voilà. Donc nous on passe 24 heures en garde à vue. Un truc intéressant, d'abord la première équipe une équipe réflexe dirigée par un flic, etc. Mais il y a la relève le lendemain, hop, et bizarrement assez intéressante, le flic qui est le chef de l'équipe qui nous garde arrive et vient, il est assez sympa, il vient discuter avec nous, la première cellule, là, qu'on nous a choisi nous, et c'est là que il me lâche, donc qu'il y a eu un épisode, mais je ne sais pas de quoi il s'agit, il y a eu un épisode où les gendarmes ont donné, où Souchy a donné l'ordre, c'est là que j'entends le nom de Souchy, en cellule, et puis le commissaire Souchy a donné l'ordre
aux gendarmes de charger et que les gendarmes ont refusé de charger. C'est-à-dire que moi je l'apprends, personne ne le sait, je l'apprends dans la cellule, etc. Ce que j'ai fait immédiatement quand j'ai sorti, je l'ai dit aux journalistes quand je suis sorti. Donc, peu importe, je suis sorti donc au bout de 23 heures, j'ai commencé à taper sur la porte. J'ai dit, moi, si j'ai pas une notification de sortie de garde à vue, je sors. Alors le policier est sympa, il me dit, tu sors, mais comment tu fais? Je lui dis, vous n'allez pas violer la loi quand même. Donc moi, il a appelé, etc. Donc j'ai sorti au bout de un peu plus de 24 heures. Ils ont bien violé la loi quand même. Mais bon, et donc du coup, il y a eu la première. Sinon, il y a eu la première fournée des gars virés. Sinon, je suis sûr que ça aurait duré encore 2-3 heures, quoi. Bon, on sort. Et là, les journalistes m'interviewent, j'en profite pour leur raconter ce que je viens de dire, hein, le coup du gendarme, là. Et ensuite, je vais discuter avec des gars et qui me disent, oui, il y a eu cette femme blessée, etc. Et je dis, cette femme blessée, c'est qui? Et il y a un gars qui me montre sur le téléphone, je vois Geneviève, je me mets à filer, parce que, bon, Geneviève, c'est une copine que je connais depuis très longtemps, quoi. Et grosso modo, voilà, l'histoire après, donc ils m'ont envoyé devant le tribunal, donc plusieurs mois après. Et j'ai été donc condamné pour avoir cassé la figure à 6 policiers. Alors, je précise que le juge sait pertinemment que c'est faux. Parce que d'habitude, quand tu casses la gueule à un policier, tu vas en tôle. Éventuellement, si tu n'as pas de casier du tout, peut-être qu'on te met du sursis. Là, j'ai ni été en tôle, ni prison avec sursis, mais j'ai eu une amende. Mais j'ai pas eu une vraie amende, pas une amende que je dois payer. J'ai eu une amende avec sursis. C'est-à-dire que si je recommence à casser la gueule à 6 flics, je devrais payer mon amende. Ça veut dire que le juge sait pertinemment que les flics mentent, mais elles condamnent. D'accord. Ah non, mais c'est hallucinant. C'est comme ça tout le temps. Moi, je suis sûr que 80% des gilets jaunes qui ont été condamnés, il y en a 2000, hein, le 80% étaient totalement innocents. J'en suis absolument sûr. De toute façon, il n'y avait aucun acte de violence, c'était totalement pacifiste. La manifestation était totalement pacifiste. Totalement pacifiste. C'était des pépés, des mémés, si tu veux, oui. et qui disaient simplement, on nous enlèvera pas le droit de manifester, etc. etc. Il n'y a pas eu une vitrine, quoi que ce soit qui était cassé. Il n'y a pas eu un blessé chez les policiers, si tu veux. En revanche, dans nos rangs, on a eu un mec avec l'oreille arrachée, un autre avec le bras cassé, etc. Le mec avec l'oreille arrachée, il a été condamné à 2 ans de prison en plus. Non seulement il te casse la gueule, non seulement il t'arrache l'oreille, mais après il te condamne. Parce qu'il faut justifier d'avoir fait ça, donc ils disent que tu as été violent. D'accord. 2 ans de prison, il en a fait je sais pas combien, 8 mois quand même ferme. Et les vidéos et choses comme ça, tu as pu avoir accès là, pendant le procès? C'est-à-dire, on voit mon mouvement, etc. Ça dure 1 minute et demie, et bon, ça s'arrête quand je suis par terre. Et après, j'ai essayé de redémarrer, mais à chaque fois, ils m'ont empêché de redémarrer. Mais l'accès aux caméras publiques, etc. L'accès aux caméras publiques, ça passe par la justice. Hein. Et la justice, elle a donné accès à ces... Pendant très longtemps, elle a interdit, elle ne pouvait pas accéder l'avocat de Geneviève, les avocats de Geneviève voulaient voir les vidéos qui étaient dans le dossier. Cette histoire de vidéos, il faudrait raconter. On a collecté toutes les vidéos qu'on pouvait, etc. pour arriver à prouver, parce que Macron avait dit que les policiers n'avaient pas touché Geneviève, et le procureur a dit oui, exactement, les policiers n'ont pas touché Mme Geneviève, et il a été obligé de se dédire ensuite. Parce que ça ne pouvait pas tenir. Parce que justement, on a rassemblé tous les éléments. C'est pas facile parce qu'en réalité, il n'y avait pas vraiment une image franche du truc quand elle raconte la charge. Mais à un moment de la charge, on voit qu'il y a une femme qui porte un gilet jaune et un drapeau arc-en-ciel. Il y a Sushi qui lance la charge et un flic à qui Sushi vient de parler, qui est au 2e rang, pas au 1er rang, il se précipite pour passer devant le 1er rang et il file un coup à la tête, peut-être avec son feu à la main, on le voit pas. Et c'est là qu'elle tombe, etc. Donc on voit très nettement le truc. Donc, grâce à ça, finalement, le procureur a été obligé il avait quand même nommé la compagne de Sushi, le principal coupable, il avait nommé pour faire l'enquête. Ah mais non, mais il n'y a pas de problème, il n'y a plus de conflit d'intérêt, ni rien du tout. Et même mieux, elle a envoyé à 3 reprises, le lendemain même du jour où Geneviève est sortie du coma, alors que nous, il nous était interdit de la visiter, quoi. Elle a envoyé à 3 reprises 2 équipes de flics, des couples de flics, pour tenter de lui faire dire
que en fait, elle avait été poussée par un journaliste. Et, Ouais. et elle a refusé de signer. Quoi. C'est de la subordination de témoin. Quoi. Voilà, il y a tout dans cette affaire, c'est extraordinaire. Ouais. Philémon. Tu étais là le 23 mars Ouais, 2019. enfin moi en vrai j'ai fait une demi-heure de manif. Je suis arrivé, il y avait déjà la NAS qui était là, je suis arrivé un peu à la bourre. Donc je suis arrivé à la bourre, on a tourné avec un pote un petit peu autour de la NAS pour voir où on pouvait. Il y avait toute la NAS qui était ici là, avec mes potes que je devais rejoindre qui étaient déjà à l'intérieur. Donc t'es chez moi, puis ma copine qui était en train qui s'était assis du coup parce que ça faisait 20 minutes qu'ils s'étaient nassés. Donc il y avait plus de flics autour des parce qu'en vrai bon il y avait plus de flics que de manifestants ce jour-là. Donc il y avait eux qui étaient assis avec tous les gens autour. On a tourné autour, ils avaient créé une espèce de deuxième NAS qui bloquait la place. Donc on ne pouvait pas non plus accéder à Garibaldi. Donc il y avait la NAS qui était enfermée ici, eux qui étaient bloqués là-bas. Et donc après on a tourné un peu, et moi, après j'ai fait ça 20 minutes. Ensuite au moment où il y a eu la charge, moi j'étais en train de partir en fait. Et là il y a un des flics, un dégradé qui a crié genre ah, c'est toi qui as crié non à la dictature. Donc j'ai dit que non, parce que j'étais juste en train de partir comme ça quoi. Et là du coup c'était juste au kebab indien, hein, à côté du kebab indien qui est juste ici. Bah, directement plaqué au mur, arrêté. La suspicion c'est le fait que c'était en mode voilà, il voulait arrêter quoi, c'est en mode ciblé, genre éventuellement m'avait reculé vu que j'étais au gilet jaune généralement, ou parce que je suis militant anarchiste ou j'en sais rien, tu vois, mais bon, dans tous les cas, j'étais en train de me barrer en marchant, j'étais aucune menace. J'ai vraiment été interpellé de loin pour un motif complètement fallacieux. Et du coup, plaqué au mur, menotté, embarqué. Et je faisais partie de la première fournée du coup. Et donc là, on arrive le trajet. On a réussi à enlever quand même c'était pas des menottes du coup au début, on a réussi à enlever Les bracelets plastiques. nos bracelets plastiques dans le fourgon. On était assez contents, on a fait une Houdini, on était là genre ah. Donc on arrive à Ovar et là tous contre le mur, mais c'était n'importe quoi. Ils avaient embarqué tout ce qui passait. Il y avait un monsieur en short à fleurs, on aurait dit Carlos, qui était là contre le mur en train de se dire mais pourquoi vous m'avez embarqué? C'est là, j'aurais putain, je suis juste en train de regarder. Et il y avait tout et n'importe quoi. Je leur ai dit au flic, je leur ai dit mais on était là, la main derrière le dos, en train de se regarder, genre contre le mur. Regardez ce que vous avez arrêté, est-ce qu'on a des gueules de black bloc, vous avez arrêté, mais n'importe quoi. Et c'était que la première journée, après ça a fait que ça toute la journée. Donc là voilà, ils prennent ta photo, ensuite ils vous mettent en stockage à genoux dans un petit terrain vague qu'il y a dans le commissariat en plein cagnard, à côté du CRA, donc il y a tous les demandeurs d'asile, vous êtes tout sous la fenêtre. Là ils nous stockent un peu en pleine canicule, pas canicule mais un petit peu chaud pendant quelques temps. Et là embarquage et du coup c'est parti pour l'interrogatoire, donc quelques heures menottés à la chaise. Avec les OPJ, bon, dans mon cas ils étaient assez sympas, plus les judiciaires. On sentait bien qu'eux-mêmes ils étaient saoulés, c'était les mecs de l'antidrogue qui avaient été sommés de venir travailler ce jour-là. Voilà, les mecs qui m'ont interrogé, c'est les mecs de la brigade antidrogue et il n'y a pas que ça à foutre, ils connaissaient rien de politique, donc autant te dire que bon, ça les fait plus chier qu'autre chose de se faire enlever leur week-end pour aller poser des questions à des gens qui, à l'évidence, n'avaient rien fait. Donc ça les faisait chier aussi de voir faire ces paperasses, ces mises en garde à vue, ces trucs. Ouais, ils nous avaient tous dit c'est politique en fait, vous êtes là parce que c'est politique. Ouais, c'était ça. Hein. C'est le message qui leur avait été donné, quoi. Même eux, ça les emmerdait, hein. Ils auraient préféré être en week-end. Et du coup, ça dépend sur quel officier plus judiciaire c'est tombé, mais il y en avait vraiment, ça les emmerdait. Donc là, voilà, journée qui passe, à un moment tu vas passer les strips médics, comme genre, qu'est-ce qui s'est passé, tu sais. Ouais. Même les flics sont là, genre, comment ça se fait que les strips médics soient au bar, c'est censé être là. Parce que du coup, c'est Sushi qui avait pété son câble et qui avait essayé de tous les embarquer. Et ensuite, du coup, cellule de gaffe qui est passée en tension. Donc là, c'est pareil. Donc là, c'est clairement la sale ambiance, quoi. On a essayé de me faire arracher ma boucle d'oreille parce que j'arrivais pas à l'enlever. Bon, après, c'est au VAR. On commence à tous connaître un petit peu les cellules. C'est pas du genre plus fort. Hein. Sur TripAdvisor, c'est assez mal noté. Et donc, là, c'est tous enfermés. Du coup, c'est marrant parce que toi, t'étais là aussi. Il y avait Alex aussi, Alex Sam. Donc, c'est là où vous en rencontrez tous. Il y avait le chef des médics aussi, je sais plus comment il s'appelle. Thierry, je crois. Thierry, ouais. Voilà, donc on était tous là. Il y avait les médics, Alex Sam, toi. On était une bonne cellule. On était 18 du coup, dans 9 mètres carrés à attendre de voir ce qui se passe. Moi, j'ai eu du bol au final. Ils m'ont lâché. Ils m'ont lâché. J'ai pu avoir mon samedi soir, du coup, ils m'ont lâché à 21h.
en faisant clairement comprendre qu'au final l'idée c'était de garder ceux qui étaient étiquetés politiques, les garder la journée pour empêcher qu'ils retournent en manif et les lâcher le soir une fois que tout était terminé. Donc, voilà. Ouais, ils me connaissaient déjà vaguement quand même. Bon, tu passes quand même par la case test ADN, photographie des tatouages, histoire qu'ils complètent leur dossier auprès des RG parce que ils avaient déjà prévu des piles comme ça, mais comme ça ils peuvent compléter. Hein. Moi, ce qui leur manquait, Empreinte. bah, c'est ça, empreinte ADN, ça leur manquait donc de l'avoir à ce moment-là. Ouais. Et après ils te lâchent. Et paradoxalement, a priori, ceux qui ont gardé le plus longtemps, donc la nuit jusqu'au lendemain, jusqu'au dimanche, c'est ceux qui ne connaissaient pas, donc le temps de les garder, de faire les recherches de vérification. Et paradoxalement, ceux qui connaissaient déjà, ils ont lâché avant. Ceux qui ne connaissaient pas, du coup, ils ont gardé la nuit pour vérification. Ouais, comme Alex qui arrive. Ouais, c'est ça. Alex qui est inconnu de leur service à leur époque. Bon, depuis, ils ont appris à le connaître, mais c'est sa première gaffe à l'époque, dans mes souvenirs. Et voilà, donc c'est une journée bien fascisante. Hein. C'est vraiment, quand tu passes la journée en cellule, rien, parce que je faisais que passer. Il y a plein de gens. Autant nous, on était étiquetés militants, donc j'ai envie de dire, c'est ignoble, mais c'est de bonne garde de leur part. Donc, il y avait plein de gens aussi, même la plupart, les 2 tiers, voire plus, c'était des gens qui n'ont rien à voir avec le public. Des passants, des gens qui s'étaient arrêtés pour regarder. Exactement, ouais. Comme le jeune qui avait le casque, qui s'était arrêté et il était avec nous, quoi. Ouais. C'est ça. Totalement rien à voir. Des gens qui filmaient juste parce que par curiosité, quoi, parce que voilà, les questions sont embarquées aussi dans le même truc. Voilà, c'était démentiel comme ambiance. Quand ils m'ont emmené pour aller faire mon ADN, c'était toutes les cellules étaient bourrées, craquées, c'était blindé, ça changeait de tous les côtés, des champs de gilets jaunes, ça continuait à arriver par paquet de 12. C'était un sacré. C'est particulier comme ambiance. Ouais, un petit aperçu Corée du Nord, quoi. C'est ça. Vraiment, et tout ça, parce que le point de départ, c'est quand même la vue du président chinois, donc tu te dis, merde. Parce qu'au final, il serait pas venu, c'est la vue du président chinois, il n'aurait pas été avec nous pour venir chier la gueule des opposants au régime chinois. Bon, bah, on ne serait pas là, a priori, sachant que Nice, voilà, c'est une truc qui a été répété. Nice, c'est une ville, on a un monde associatif, on a un monde libertaire, on a un monde militant, mais on n'a jamais eu de problème de violent ici. Les manifs n'ont jamais dégénéré avec beaucoup de guillemets, parce que je ne considère pas que casser les vitrines, malgré tout, ce soit dégénéré. Briser l'immobilier urbain. Oui, il ne se passait rien en fait. Il se passait rien. Même ça, à Nice, il n'y a pas, quoi. Il n'y a même jamais eu de réduce pété. Les manifs se passaient toujours bien, il n'y a jamais eu de débordement. Les RG, ils nous connaissent tous, quasiment, parce qu'on est même pas très nombreux. Donc c'était vraiment juste une épreuve de force. Et voilà, et avec Sushi qui a fait un réel pouvoir et qui a continué ensuite. Parce qu'une manif ensuite, nous, du coup, l'affaire Sushi, l'affaire Le Gars continue ensuite. On a fait une manif pour la Gay Pride niçoise, du coup, c'est défiler les fiertés niçois. On s'était mis en tête de cortège, on a mis notamment un slogan qui était plus de cunis et moins de sushi. Il a porté plainte ce con, parce qu'ils se sont vexés. Hein, voilà, il y a une plainte, il y a un procès qui va avoir lieu, qui a été décalé là. Il y a un procès qui a été décalé, mais ceux-ci se sont vexés parce que y a un slogan qui le mettait en accusation. Et voilà, les mecs, il est incroyable. Il est fou, quoi. Déjà, a priori, il avait été viré de son poste précédent pour des faits qui étaient au moins aussi graves. Et il revient ici et il continue. Il a tellement de dignité qu'il est prêt à poursuivre des militants que déjà il a fait massivement arrêter, poursuivre, embrigader et taper. Et Geneviève a failli perdre la vie quand même. Et il continue pour des slogans, il continue à faire poursuivre la justice. Voilà. Le résultat, c'est ça, ce 23 mars, c'est ça aussi, c'est pour là que la Macronie tient par ce genre de petites personnalités extrêmement nocives, haut placées, qui peuvent se permettre de se comporter en véritables petits dictateurs locaux et avec l'appui du pouvoir, avec l'appui des pouvoirs locaux, parce que le préfet quand même il a été un petit peu déplacé pour cette raison, hein, parce qu'il a soutenu son commissaire divisionnaire qui a fait n'importe quoi, et c'est sa femme qui a été chargée d'enquêter sur ce qui s'est passé ce jour-là, voilà, ça a été renseigné. L'affaire Fayol. En fait, voilà, c'est le 23 mars, c'est toujours le visage de la Macronie. C'est des gens mécontents qui manifestent pacifiquement et une marée de flics, parce que c'est un pouvoir qui tient que comme ça, que par ses flics. Et quand il aura plus ses flics, il aura plus ça. C'est ça qui fait flipper. Voilà. Ok, merci Philemon. De rien. Je m'appelle Stéphane, je travaille pour l'association Télé Chez Moi, donc je suis journaliste indépendant. Et en fait, ce jour-là, donc on était arrivé, il était à peu près, on est arrivé une demi-heure, 3/4 d'heure avant le début. À ce moment-là, déjà sur la place,
Il y avait quelques groupes, mais on était très très peu par rapport au nombre de forces de police et c'était assez frappant. Et nous, ce jour-là, on était parti avec une problématique. On voulait interroger un peu différents journalistes, donc des journalistes de BFM, s'ils acceptaient de nous parler, de LCI, etc., pour voir un petit peu avec eux, est-ce qu'ils comprenaient le sentiment qu'on pouvait avoir, en tout cas du côté des Gilets jaunes, pourquoi les Gilets jaunes leur en voulaient tant et comment eux, ils le vivaient. Voilà, est-ce qu'ils le comprenaient. Donc nous, on allait interroger là-dessus. Donc on est arrivé, il était donc, je sais plus trop quelle heure il était, mais on était à peu près une demi-heure avant l'événement. Et puis bon, c'était assez bon enfant, même selon d'ailleurs les journalistes. Il y a un journaliste que j'avais commencé à interroger à ce moment-là. Il le disait lui-même, il n'y a pas de problème ici, c'est bon enfant, etc. Et puis à un moment donné, ça s'est resserré. C'est-à-dire qu'on a senti une nasse juste après. Alors il y a eu beaucoup de désordre en face. Mais enfin, ça a commencé à être un peu désordonné en face, mais nous, on a été nassés. Et ensuite, on est resté en nasse, donc il y avait 2 nasses. Et c'était encore très bon enfant. On a des images d'ailleurs où on chantait. Donc c'est à bâbord qu'on chante le plus fort, c'est à tribord. Donc moi, j'étais là, un peu plus loin. Et puis les flics nous lâchaient plus. Et dans ma nasse, il y avait à peu près tous les journalistes. Donc on était tous coincés avec d'autres gens. Donc moi, j'en ai profité pour faire mes interviews. Et à un moment donné, on a entendu qu'il y avait du mouvement, ouais. Et on a compris qu'il s'était passé quelque chose, que ça se rassemblait, que ça tapait un peu, voilà. Mais on n'a pas vu grand chose. Et après, nous, on est resté, donc les journalistes ont pu être délivrés. Et en fait, nous, on a choisi Télé Chez Moi de rester avec les gens parce que ça nous semblait essentiel qu'il reste au moins une caméra s'il se passait quelque chose avec le public. Donc voilà. Donc on est resté et on a été nassé à peu près 2 heures et demie. Puis on a été relâché et après on a été repoussé directement. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu du tout aller voir. Enfin, nous on avait vu qu'il y avait eu quelque chose, mais bon, mais on a été vraiment repoussé sur la rue de la République. Et ensuite, nous on est parti du côté de la rue de la République. Puis on est reparti ensuite du côté de la Guertière, voilà, pour continuer nous notre reportage et tout. Et vérification d'identité, des explications par rapport à cette nasse? Nous, on n'a eu aucune explication. On nous a dit c'est comme ça et puis c'est tout. Ni mon caméraman ni moi-même on a été interrogés. Enfin voilà, nous on avait une carte presse Télé Chez Moi autour du cou pour qu'on soit repérable. On nous a jamais demandé la moindre chose. Rien du tout. Nassé sans explication. Nassé sans explication. Sans eau. Alors non, on n'avait pas d'eau, on n'avait pas le droit qu'on nous en donne. Donc voilà. Bon, moi j'avais 50 centilitres avec moi parce que j'avais toujours un peu d'eau avec moi. J'en ai toujours en reportage, mais voilà, il a fallu tenir. Ouais, il faisait bien chaud ce jour-là. C'était pas super agréable. Après, c'est toujours resté nous dans notre nasse. C'était très bon enfant. À un moment donné, j'ai même récité de la poésie, mais ça a joué avec un ballon de baudruche. Enfin, c'était très bon enfant à l'intérieur. Maintenant, on avait un mur devant nous. Et, il y avait combien de personnes? À peu près une trentaine, quarantaine? Moi, vous étiez entre 30 et 50. 30 et 50 ouais, à peu près, ouais. À peu près. Et on était entouré d'une bonne vingtaine de flics, quoi. Et les journalistes, ils trouvaient ça normal d'être empêchés de faire leur travail, d'être nassés ou c'était quelle était leur attitude? J'ai senti un certain énervement de leur part. Après, ils l'ont pas exprimé eux-mêmes. Non. Ils l'ont pas exprimé. Mais ils étaient surpris, ouais. Je pense. Mais après, ils n'ont pas compris plus que ça. Et eux, quand ils ont pu partir, ils ont décidé de partir et de continuer à couvrir l'événement. Nous, on a décidé de rester. Voilà. Très bien. Merci Stéphane. Ça te va, mais je t'en prie. Super.
Alors tu peux nous raconter la journée là, du suis arrivée- 23, comment ça s'est déroulé pour toi? Alors pour moi, en fait, je suis venue parce que j'ai ma fille qui était hospitalisée, donc en fait, je faisais le repas avec elle le samedi et je venais après. Donc je suis arrivée tout de suite après l'agression de Geneviève. J'étais pas là en fait. Donc Mais- vers quoi? Vers midi, 1h? Ouais, à peu près, ouais. Et mais mes collègues médics, il y en avait la moitié qui était déjà partie en garde à vue. J'en ai un qui a pu échapper, qui m'a prévenu, cache ton t-shirt, prends le minimum de matériel. Donc j'ai mis dans mon sac en discret, quoi. D'accord. Toutes les rues étaient fermées. Et il y avait combien de street medics sur cette journée-là à peu 10. près? 10? 7 ou 8 en garde à vue, D'accord. avant que j'arrive. Voilà. Donc du coup... Donc c'était plié entre 10h et midi, ils en avaient embarqué ah, ça, 7-8. ouais. Entre 7 et 8, j'ai plus le chiffre exact. Ouais, ouais. Du Ouais. coup, j'ai eu beaucoup de mal à rejoindre la manif parce qu'ils avaient fermé toutes les rues, les flics. Donc j'ai réussi à un moment donné à passer par des rues par derrière et puis j'ai réussi à les rejoindre. Donc on se retrouve à Gartière. Ils nous ont poussé, les flics, ils nous poussaient avant, nous obligeaient à avancer, quoi. Et on s'est retrouvés en haut, vers Gambetta au-dessus, à être gazés, chargés. Et il restait 2 ou 3 médics. Et ils faisaient la chasse aux médics. Ils venaient nous attraper pour nous mettre en garde à vue. Donc vite, on a caché les t-shirts, tout. Et on s'est fait charger, tirer dessus au LBD tout l'après-midi. D'accord. Ah ouais. Ouais, c'était chaud. Hein. Et il y avait plusieurs groupes, comment ça s'est passé? Ils vous ont encerclé, ils vous ont... Ils nous ont pas vraiment encerclés, ils nous chargeaient, gazés, chargés, tirés au LBD. Il y a eu des groupes qui se sont séparés, il y en a pas mal qui se sont fait matraquer. Ouais. Et puis à la fin de la journée, ça s'est fini qu'on a été chercher nos collègues à Ovar, qui ont été, les médics, qui ont été libérés le soir. D'accord. Voilà. Juste pour pas qu'ils soignent les blessés. D'accord. Voilà. Je sais pas quoi dire. Quelle honte. D'accord. Mais ça a été vraiment ça, c'était la chasse aux L'objectif, médics. c'était qu'il n'y C'était ait pas de soins. Qu'il n'y ait pas de soins, comme ça les gens ils ont peur et ils rentrent chez eux. D'accord. C'était Et ça tu as le pu truc. voir des mutilations, des gens qui étaient blessés, J'ai retrouvé après ma collègue médic qui s'était fait matraquer, quoi. On en a soigné un, coup de matraque là à l'arcade, il était ouvert, donc lui on l'a soigné. Voilà. Ouais. Oui, il y avait pas mal de blessés. D'accord. Bon. Voilà. Quoi dire d'autre? Bah, écoute, merci. De rien. Bonjour Laurence, tu étais là le 23 mars 2019. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as vécu? Je suis Madame Sando Laurence. Je suis militante depuis des années, militante en Allemagne pour les droits de l'homme, pour protéger également les Kurdes. Donc c'est pas mon premier combat que je mène contre les inégalités. Là, je me trouvais le 23 mars 2019 à la place Garibaldi. Je savais très bien que nous allions, enfin je supposais, j'en étais certaine que nous allions être nassés, parce que la veille, un appel avait été envoyé par un monsieur qui s'appelle J.P. Nissa, et appel auquel j'avais apporté mes conclusions la veille même, donc le 22. Je lui avais dit que nous n'aurions jamais autant de personnes sur Nice qu'attendu. Lui était certain que nous ayons un nombre important, puisque l'appel se faisait sur Nice, mais sachant que nous avions 2 personnalités qui venaient, dont le président chinois, je savais très bien que nous allions être sous haute surveillance, et surtout que nous allions avoir des contingents aussi de forces de l'ordre venant d'autres régions de France. Et donc, qui dit contingent venant d'ailleurs, eh bien, quand les policiers ne vous ont jamais vu, ils s'en donnent à cœur joie. Voilà. Donc ce jour-là, je suis venue à 9h du matin, quand même bien avant l'appel de 10h, pour prévenir tout le monde sur la place. D'ailleurs, ceux qui y étaient ce jour-là, lorsque nous avons été nassés par les gendarmes, pourront dire que c'est bien vrai. J'ai expliqué à tout le monde que nous allions être nassés, et je pensais que ça allait ce jour-là mal terminer, et j'étais pourtant là. Donc nous avons été nassés, nous sommes restés à peu près, je vais dire, une bonne heure, une heure et quart nassés. J'ai vu la chute, j'ai assisté à la chute de Madame Geneviève Leguet, qu'à l'époque je ne connaissais pas. Je n'avais jamais vu Madame Geneviève Leguet, c'est-à-dire en manifestation, bien que cette personne prend part à beaucoup de manifestations. Et lorsqu'elle est tombée, je me souviens, lorsqu'ils l'ont frappée, qu'elle est tombée, je me souviens très bien que j'essayais de pousser les gendarmes pour passer, et je disais aux gilets jaunes qu'il fallait tous foncer pour aller sauver cette dame. J'hurlais, il faut y aller, c'est maintenant, regardez, il y a une dame qui est tombée, et un monsieur âgé qu'on emmène. Donc voilà, j'ai vécu dès le départ déjà, on va dire,
un comportement qui n'était pas du tout ce qu'on attend des forces de l'ordre. Donc après ça, j'ai quitté Garibaldi. Je suis allée en direction du Palais des Expos parce que ça faisait partie des routes, enfin des artères où nous pouvions nous déplacer, car il y avait des rues qui étaient autorisées et des rues qui ne l'étaient pas. J'ai été à nouveau arrêtée là, c'est-à-dire au départ, juste après la place Garibaldi. J'ai été arrêtée au niveau d'un bazar qui se trouve du côté droit, juste après avoir pris cette artère de tram Sérail. Et un policier est venu, m'a dit que je n'avais pas le droit de passer là. Donc je me trouvais avec une amie gilet jaune dont je ne citerai pas le nom parce qu'il faudrait lui demander si elle veut bien que je donne son nom. Donc c'est pour ça que je garderai l'anonymat. Une amie gilet jaune, je lui ai dit, elle a tout de suite sorti son plan en disant que la rue que nous prenions était autorisée. Le flic a voulu faire un peu de zèle et elle a insisté en disant regardez monsieur, et il a dit bon ben allez-y. Donc là déjà on n'a pas voulu que nous passions, c'est-à-dire c'est ce que depuis le début je m'efforce de crier haut et fort lorsque nous sommes en manifestation, c'est qu'en fin de compte, en dehors du nombre, bien entendu, le nombre est très important, mais en dehors du nombre qui fait l'union, il y a aussi la personnalité de chacun des manifestants. Car lorsqu'ils voient quelqu'un qui a un peu peur, trouillard, démuni devant eux, ben ils s'en donnent à corps joie, et lorsqu'ils voient une personne qui a du répondant ou qui n'a tout simplement pas peur d'eux, qui les défie, ben très souvent, croyez-moi, en restant respectueux bien entendu, eh bien vous avez gain de cause. Donc ce jour-là, nous avons été manger un petit bout pour pouvoir se retrouver à 13h30 devant Gartière. Donc là commence en réalité ma vraie péripétie. Parce qu'avant ça, un assage, bon bah rien de bien spécial, on n'a pas reçu de coups, on était en pleine chaleur, c'est vrai qu'il faisait très chaud ce jour-là, mais en fin de compte, rien à signaler pour notre groupe à nous qui se trouvait nassé. Donc je suis partie à Gartière, et lorsque je suis arrivée là-bas avec d'autres gilets jaunes, j'ai pu constater bien que ça allait chauffer. Parce que dans toutes les artères, les ruelles descendantes, c'est-à-dire faisant face à Gartière, toutes ces petites ruelles, rue d'Angleterre et toutes les autres ruelles, il y avait de partout des flics en voiture, en voilà, avec des comment on appelle ça, des camions à... Canons à eau. Canons, voilà, à eau. Et je me rappelle très bien qu'ils ne voulaient pas nous laisser passer nulle part. Donc à ce moment-là, bien entendu, nous étions nombreux, mais on va pas dire non plus, nous n'étions pas non plus 3-4 000 sur la place. Parce que la place Gartière, enfin en face de la gare, elle est vite remplie, hein. Il n'y avait pas d'échappatoire possible. Donc beaucoup ont quitté au bout de 1h30, 1 heure, beaucoup sont partis. Et moi, j'ai persisté, je suis restée avec le groupe qui voulait monter, continuer la manif surtout. Donc, à partir de ce moment-là, nous avons voulu prendre Gambetta, donc quand on se trouve à la gare, non pas descendre vers Jean Médecin, mais de l'autre côté pour aller à Gambetta. Et là, sur le parcours, nous avons été arrêtés. C'est-à-dire que des flics étaient là, le camion en travers donc de la route, et nous interdisait de pouvoir partir manifester. Donc on nous a demandé nos cartes d'identité. La personne qui nous a demandé ça, l'officier qui était là sur place, c'est donc une dame. Elle était en contact, je suppose, par oreillette avec monsieur Rabassouchi. Pourquoi avec le commissaire Rabassouchi? Parce qu'elle nous a dit, je vous prends les cartes d'identité et ensuite vous passez. Puis il y a eu revirement de situation. D'un seul coup, nous ne pouvions plus passer une fois que les cartes avaient été prises. Donc j'ai trouvé ça vraiment, on va dire, c'était quand même une entourloupette. On nous avait vraiment pris pour des imbéciles, en nous disant bien avant de les donner les cartes d'identité que nous pourrions passer une fois qu'ils auraient relevé nos identités. Mais je m'en doutais, mais nous n'avons pas pu passer. Donc nous avons résisté et finalement on est arrivé au croisement, c'est-à-dire soit sur la gauche vous allez vers la promenade, et soit sur la droite, vous passez le pont pour aller vers Grosso. Et là, nous avons remarqué qu'il y avait des flics avec une camionnette, et que c'est ces flics-là qui nous ont amenés là où ils voulaient qu'on aille. Donc moi, à l'époque, je n'étais pas carrément devant, si je me trouvais avec les autres. Mais en fin de compte, c'est pas moi qui menais le flux des manifestants. Il y avait d'autres personnes devant qui étaient là. Je n'ai pas cherché à comprendre, hein, tous pour un pour tous. Donc j'étais solidaire, je suis restée avec ces personnes-là. Et j'ai vu que tout le monde se dirigeait vers, c'est-à-dire le pont. Et sous le pont, ils ont bifurqué pour monter à l'endroit où aujourd'hui je suis. Enfin, pas directement là, mais on y est passé. Donc, Tsarevitch pour aller au boulevard Grosso. Donc, finalement, on nous a fait une embuscade. Parce qu'on nous a emmenés là où ils voulaient qu'on aille. Donc, par la suite, on m'y a plus reprise quand moi j'étais devant, en tête de manifestation.
on nous a pas guidés là où on voulait. C'est nous qui disions on va à la voie rapide ou on va ailleurs. Mais ce jour-là, bien on est parti. Il faut dire que c'était peut-être les premières manifestations que nous faisions, puisqu'avant ça nous étions sur les ronds-points. On n'avait pas cette expérience du terrain à Nice, sur Nice. Dans d'autres villes, d'autres régions, d'autres pays, oui, mais pas sur Nice. Donc nous sommes passés devant cette église Tsarevitch et ensuite boulevard Grosso. Alors là, en moins de 10 minutes, mais il faut voir ce qui s'est passé, peut-être même moins. Là, on a entendu le commissaire Rabassouchi crier « Allez, triquez-moi tout ça, tout de suite, là, allez, triquez-moi tout ça !» Et là, j'ai commencé à courir, comme les autres. Hein. Il y en a qui sont partis sur une première ruelle à gauche. Moi, j'ai voulu monter sur la droite. Bon, bah, c'était un cul-de-sac, donc je suis revenu sur mes pas. J'ai couru comme j'ai pu. Je courais. À un moment donné, j'ai pris dans la volée un coup de matraque télescopique. Je l'ai reçu sur l'arrière de la fesse. Donc, j'ai continué à courir. Puis après, j'ai vu trois mecs de la BAC qui se trouvaient devant moi. Et bien entendu, bah, j'ai obtempéré là. J'allais pas foncer sur eux, ça amenait à rien. Donc, je me suis mise très proche du premier véhicule. Je me suis positionnée proche du véhicule qui se trouvait sur la droite. Et là, j'ai été avec violence balancée contre le capot de la voiture. Enfin, pas le capot, l'arrière. C'était l'arrière du véhicule. Donc, ils m'ont balancé. Moi, ben, voyant qu'on serrait, on prenait mon bras droit et on le montait très très haut vers le haut des omoplates derrière, c'est-à-dire bien plus haut que la chute de rein, hein, déjà dans le haut du dos. Donc, j'avais mal. Je leur disais arrêtez, mais vous me faites mal. Ils cherchaient pas à comprendre. On m'a pris le deuxième bras dans la lancée. Ça s'est fait en quelques laps de secondes. Donc là, je me suis dit, c'est pas possible qu'on me fasse mal. Donc j'ai un petit peu, on va dire, je me suis un petit peu comme rebellée, mais c'était pas de la rébellion dans le sens que je précise pourquoi. C'était pas de la rébellion parce que moi j'ai été accusée à tort de rébellion, alors que moi j'ai pas été arrêtée pour rébellion. C'est simplement que me faisant mal, ben je me suis rebellée parce que je voulais juste descendre mes bas vers le bas de mon fessier parce que j'avais mal. Et finalement, avec force, ils m'ont mis des serflex. Mais ils m'ont vraiment fait mal à un tel point, c'est que j'avais la main qui a été abîmée. Je suis partie après chez un médecin pour montrer mes blessures. J'avais des bleus énormes sur les fesses. Et ce que j'ai pas compris, ça a été qu'on nous ait frappé, mais pour rien du tout. C'est-à-dire pas une parole déplacée, c'est-à-dire pas un conflit direct. Direct, il n'y avait pas de conflit. C'est pas que nous voulions à tout prix aller à un endroit et que c'est interdit. Nous n'avions absolument rien fait. En fait, beaucoup décrivent que c'était une chasse à l'homme l'après-midi. Hein. Moi, je peux dire que c'est vrai. Que les issues étaient fermées, oui. qu'ils pourchassaient les gens et qu'ils frappaient tout le monde, en fait. Ah oui, c'était un traquenard. Un traquenard. Comme une bête. Ouais, bête, voilà, la chasse. Voilà, quand à la chasse à court. Mmh. Ben, c'était la même chose, comme une chasse à court. Et alors, je peux vous dire que si ça m'était arrivé, on va dire 4-5 mois après, la réaction aurait été très très différente et je pense qu'on ne se serait pas laissé avoir comme ça. Donc on a bien eu des tirs de LBD et du gazage cet après-midi-là, alors que Geneviève avait été grièvement blessée que 2 heures auparavant en fait. Donc on voit qu'ils ont la main lourde, vraiment très lourde l'après-midi sur tout le monde. Oui, ils ont la rage surtout. Ouais. Donc ce jour-là, ils ont vraiment la rage. Et puis surtout, c'est que nous avons un commissaire divisionnaire qui pilote ce dispositif et qui est quand même un fou furieux. Ça, il faut le dire, il s'est comporté d'une façon qui est, d'ailleurs maintenant, il est moins zélé. Hein. Maintenant, je peux dire, pour l'avoir croisé et avoir le 12 septembre de l'année dernière, donc 2020, avoir orchestré de nouveau la première des manifestations, puisqu'il n'y en avait plus depuis le premier couvre-feu. C'était une manifestation nationale le 12 septembre 2020 que nous avions menée où nous étions 408 personnes. Je peux vous dire que le commissaire n'a pas fait preuve de zèle, puisque nous étions avec un véhicule très ancien, un véhicule C15 qui avait un pare-choc abîmé, et je peux vous dire qu'il a ni contrôlé l'assurance, il a ni contrôlé le pare-brise, il nous a laissé manifester avec et sans masque. Ce jour-là, tout le monde peut dire que c'était avec, sans masque, distanciation sociale pas respectée à l'époque. Là maintenant, bon, on est bien plus vigilant parce qu'on comprend très bien aussi que il faut être vigilant par rapport aux personnes qui sont affaiblies et puis surtout les personnes qui nous regardent aussi et qui ont perdu des membres de leur famille ou qui ont des personnes qui ont maintenant on va dire, qui ont des Covid longs, qui durent depuis 1 an. On peut pas se permettre de dire qu'il faille manifester comme ça. Mais à l'époque, nous savons très bien que lors du premier confinement, on nous a aussi bien raconté 1001 balivernes. Donc nous étions dans un autre contexte. Comme je disais, ce jour-là, c'est pas le même contexte que les manifestations d'après. On a été rodés et on savait que faire. C'est pour ça qu'on nous a pu aussi toucher par la suite.
Voilà, on nous a plus touchés. D'abord parce qu'ils voulaient plus de vagues depuis l'incident de Geneviève Leguet, ça c'est clair. Et puis ensuite parce que il faut savoir aussi un peu s'imposer quand même, oui il le faut. Et tu as été mis en garde à vue ce jour-là? Oui. Je suis parti dans ce dans l'Aude, ouais. Tu sais que nous étions peut-être 8 personnes ou 10 dedans. Oui, c'est ça, avec des petites cages. Voilà. Mais j'étais surpris, j'étais jamais monté dans un truc comme ça. Je peux dire que ça fait un drôle d'effet. Hein. Et moi, j'ai pu enlever mes serflex. Je me rappelle de pouvoir avoir les enlever parce qu'ils n'étaient pas très 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 serrés quand même, alors qu'ils me faisaient mal. Hein. Et par contre, un ami à moi dont je ne citerai pas le nom, qui commence par un G, il se reconnaîtra, lui était en face de moi, et lui avait mal crié. Il disait, oh là là, c'est serré, mon sang circule plus et tout. Lui, j'avais eu la même chose. Hein, voilà. Donc je lui montrais à travers, c'est-à-dire à la porte, puisqu'on voit à travers, je lui montrais que j'avais enlevé les serflex, que j'ai remis tout de suite. J'ai refait glisser un des deux, c'est-à-dire, comment on appelle ça, ce truc plastique là. Oui, c'est comme des colliers électriques en fait. Voilà, hein, c'est ça. Collier plastique. Je l'ai vite remis lorsqu'on est arrivé à Ovar. Et je peux vous dire aussi que ça a été très très dur dans Ovar. Ça a été une journée incroyable. Nous étions vraiment aussi nombreux en cellule. On était nombreux. Hein. Alignés contre la photo dehors. Ah oui, c'est terrible. C'est terrible à l'intérieur. Les enclos. Exactement, des enclos à bestiaux. Ouais, c'est ça. Vraiment. Et vous savez, si vous mettiez, j'exagère peut-être, pour ceux qui ont connu la Shoah, moi je l'ai pas connu, Dieu merci, mais pour ceux qui ont connu cette époque-là, alors je fais pas de complotisme, mais parce que je suis contre ces gens qui sont qui renient en tout ce qui se passe, qui trouvent mille et une excuses pour être conspirationnistes, avoir toujours quelque chose à dire envers les lois sanitaires et tout ça. Mais franchement, ce jour-là, quand je revois tout ça, et que dernièrement j'ai visionné le film sur la rafle, croyez-moi, c'est pas si dramatique bien entendu, mais quand vous êtes arrêté, que vous n'avez jamais fait de garde à vue avant, eh bien vous faites un parallèle rapide avec quand ils attendaient pour monter dans le train, et quand ils arrivaient, qu'on les parquait comme des bestiaux, eh ben c'est ce qui s'est passé à l'intérieur de la cellule. Moi je peux dire que c'était comme des bestiaux. Et prise d'empreinte, ADN, comme tout le monde, hein, c'est ça. Oui, hein, surtout prise ADN dans les joues et tout. Et surtout que maintenant on est fiché S quand même, bien entendu fiché S, pas terroriste, mais à surveiller. Ça nous a été dit quand? Ça nous a été dit lorsqu'il y a eu l'inauguration du Stade du Ré. J'étais parti avec un acolyte gilet jaune, qui est toujours avec moi, hein, en tête de manif. Et nous avions été, donc il y avait Michael de la CGT qui était là. Nous étions partis pour l'inauguration du stade. Ce monsieur-là, lui, avait une invitation directement du président du stade, parce qu'il est à toutes les manifestations sportives au stade Alliance. Et lorsque nous sommes arrivés, on nous a dit, vous pouvez pas passer. Donc on s'est demandé pourquoi, parce que nous étions deux. Les autres étaient de l'autre côté. Nous, on était passés par une petite allée en amont. Et donc, on nous a dit, vous pouvez pas passer. Donc, on a demandé pourquoi. Ils insistaient, ils mettaient leurs gants, ils enfilaient leurs gants. On s'est dit, oulala, ça va chauffer. Et cette personne-là a demandé à passer parce que il a dit, voilà, moi, j'ai une invitation du président et je vois pas pourquoi je peux pas rentrer. Surtout que nous, on n'a jamais eu, c'est-à-dire, on n'a pas de, il n'y a pas de, comment on appelle ça, de jugement. Oui, tu as été condamné ou pas? Non. Voilà, ni de rappel à la loi, comme certains. Voilà. Rien. Donc il y a pas de défaut de procédure ou Non, je parle pour le Stade du Ré. Mais pour Ovar. Ah, pour Ovar, oui, j'ai eu non pas de défaut de procédure, j'ai eu des condamnations. Quelle condamnation tu as eu? Moi, c'était pour rébellion. Pour rébellion? Oui, rébellion. Alors j'ai eu pour rébellion et 2 mois auparavant, j'ai eu incitation à la haine raciale parce que le jour où il y a eu le petit problème devant Nice Étoile, le rouleau métallique là qui avait un petit souci, ce jour-là, ça avait un petit peu chauffé aussi. Eh bien, moi, j'étais simplement en train de parler allemand à des Autrichiens qui se trouvaient là. Je parlais fort et haut en allemand. Et ils sont venus me chercher à la fin de la manif quand tout le monde n'était plus là. Ils sont venus et puis ils m'ont mis les menottes et je demandais pourquoi on m'emmenait. Et après, ils m'ont marqué incitation à la haine raciale. Alors, l'avocat a dit que je comprenais pas pourquoi ça pouvait être une incitation à la haine raciale de parler allemand. Je pouvais parler en basque, j'aurais pu parler en espagnol. Voilà. Donc, il n'y a jamais de vrai motif. Il n'y a aucun motif. Oui. Voilà, des motifs qui leur passent par la tête parce que moi j'avais aucun motif pour pouvoir m'arrêter. Et donc on t'a dit clairement que tu étais fiché S parce que à partir de ce moment-là où tu avais été mis en garde à vue à Ovar, tu étais fiché S. Avec les empreintes. Avec les empreintes, ouais. Donc voilà, donc il nous a été dit ce jour-là au Ré, vous savez pourquoi vous êtes là? Vous savez pourquoi on vous arrête quoi?
enfin vous arrête, on vous interdit de passer. On nous a pas arrêté, mais interdit de passer. On a dit non, et un des policiers a dit que nous étions fichés S. Alors je leur ai dit, mais attendez, on n'est pas des terroristes. Il a dit non, mais c'est tout comme, mais on n'est pas fichés S terroristes. Fichés S à surveiller. C'est comme. Oui, donc le simple fait de vouloir manifester, parce que c'était le cas ce jour-là, le 23 mars 2019, on voulait tout simplement exercer notre droit de manifester. Bien sûr. On a tous, quasiment, pas tous, mais beaucoup d'entre nous ont fini en garde à vue. Oui. On a pris notre ADN et nous sommes fichés. Ah, oui. C'est ça. Et ça, c'est très grave. Parce que ils arrêtent aussi les personnes toujours qui sont en devant de manifestation, ce que les gens nomment des têtes de manif, bon, qui sont devant. Il faut toujours un devant et un début, une fin. Hein. Il y a des devants, puis il y en a qui sont en fin de. Oui, ça, on sait, ils ciblent les meneurs aussi. Ça, Voilà, ça a été très, une des caractéristiques du mouvement, c'est de cibler systématiquement les gens qui organisent un peu ou sont identifiés comme meneurs. Voilà. Comme des leaders. Comme des leaders, voilà. Ouais. Donc, c'est une manière d'affaiblir le mouvement, de criminaliser et de criminaliser les gens aussi, hein, puisque c'est d'ailleurs ce qu'on a abordé durant le plateau qu'on a fait, c'est justement le fait de nous mettre en garde à vue, c'est d'entamer cette procédure de criminalisation, de nous ficher, de prendre notre ADN, et alors qu'on était des simples manifestants. On est arrêté pour rien. Exactement. Et donc c'est aussi, ils arrêtent avec la présomption qu'il puisse arriver quelque chose. C'est trop facile. C'est-à-dire quelqu'un qui est meneur, il vaut mieux l'arrêter. Et ça m'est arrivé pour le deuxième anniversaire des Gilets jaunes. Donc, c'est-à-dire, le deuxième anniversaire des Gilets jaunes, c'était en 2020. Ouais. Exactement. Ça m'est arrivé le 17 novembre 2020, la veille. Eh bien, on m'a appelé à OVA, soi-disant on voulait juste me poser quelques questions. Et puis, on m'a mis en garde à vue comme ça. Et quand j'étais avec l'OPJ, j'ai demandé pourquoi on m'avait arrêté. Et la personne m'a dit, je vous le dis textuellement. Vraiment, elle m'a dit, Madame Sando, vous savez pourquoi on vous arrête? Vous savez que c'est politique. Ah, j'ai dit, ah bon, donc j'ai rien fait, je suis là. Donc c'est-à-dire pour une pas garde que à vous vue soyez préventive. Là, voilà, pour ne pas que vous soyez là au départ de la manifestation. Donc eux s'attendaient à ce que je rentre chez moi juste après la sortie de la garde à vue, parce qu'ils m'ont quand même pas gardé 24 heures. J'ai pas passé les 24 heures là. Ils auraient pu, mais ils l'ont pas fait. Donc pour pas éveiller encore plus de colère, bien entendu. Donc moi je suis sortie de la manifestation, je m'en souviens. Vous aviez départ à Masséna et non pas Gartia, c'était Masséna à l'époque. C'était TM qui avait, tout le monde saura qui c'est, TM qui avait donc organisé c'est un an le deuxième anniversaire des Gilets jaunes. Et vous étiez monté vers Libération. Et je me souviens que quand on est venu me chercher, moi j'ai pas fait le début de la manif, mais par contre je suis arrivée en cours de manif avec mon ballot, mes affaires et tout sur le dos. Parce que moi, quand on m'a dit, vous venez, on veut vous parler, j'avais déjà prévu tout dans mon sac. Je me suis dit, c'est sûr qu'ils vont m'arrêter. Et en fait, j'avais bien vu juste, on m'avait arrêté. Et donc, même le commissaire qui a piloté le lendemain, qui s'appelle Monsieur Malabert, Olivier, le commissaire qui a piloté donc est venu me voir. Il est venu me trouver. Et en cellule, il voulait me parler. J'ai refusé de lui parler. J'ai dit, non, moi, je parle pas avec vous. Je parle de rien du tout. Je suis enfermé déjà pour rien du tout ici. Et puis après, on m'a sorti. Et on m'a conseillé, parce que j'ai pris mes affaires à la fouille, de ne plus aller en manifestation si je voulais plus être arrêté. Et je leur ai dit que je continuerais à manifester, que je n'avais peur de rien. Et là, on m'a dit, mettez-vous, fondez-vous dans la masse et restez pas devant. J'ai dit, je serai toujours devant. Oui, c'est une forme, c'est une intimidation, ouais, bien sûr. Ouais. Voilà, donc là, ils ont bien vu à qui ils avaient affaire. Ils savaient très bien que moi, ils me feraient pas peur. Parce que de toute façon, je fais rien de grave. Je vois pas pourquoi moi je devrais avoir peur de quoi. Ça va rien. Hein. Je suis pas violente, je suis pas une délinquante, je suis pas une folle furieuse. Je suis une personne en manifestation, oui, qui se bat, qui crie haut et fort, qui scande avec une voix très puissante comme maintenant, parce que je suis pas au Club Med, je suis en train de me battre. Voilà. Donc voilà ce qui m'est arrivé. Et donc il y a eu encore plein d'autres anecdotes dans ce sens-là aussi. Ma dernière garde à vue, elle a beaucoup changé aussi. Ma toute dernière garde à vue, c'était en 2020 l'année dernière. Pour quel motif? Là, c'était pour avoir répondu, avoir mal parlé à la BAC. Parce que là, il m'avait cherché sur la place Jean Médecin. C'était le jour où nous prenions part à 11h ou 10h30 à une manifestation avec la CGT pour les retraites. C'était janvier ou février 2020. Voilà, nous étions partis très tôt. C'est une forme de ciblage, encore une fois. Voilà, d'intimidation et de ciblage. Et attendez, j'ai oublié, c'est pas que ça. C'est que, en arrivant devant chez toi, la BAC m'avait vraiment cherché.
Mais avant ça, en descendant de Gartière, au tournant, quand on prend tout de suite là les rails du tram, juste au tournant là, il y avait des policiers qui se trouvaient où c'est qu'il y a la pharmacie. C'était des flics qu'on n'avait jamais vus. Et d'ailleurs, je dois dire que ce jour-là, c'était juste avant un événement qui devait y avoir un mois après. Et donc, ils étaient déjà quand même très, très excités. Il y avait toutes les ruelles de Jean Médecin, toutes les ruelles, hein, la ruelle Notre-Dame, toutes les ruelles. Il y avait des camions de flics tout le long. Et il y avait des policiers qu'on n'avait jamais vus. Et il y en a un qui a brandi le LBD. Le LBD, voilà. Et là, j'ai été vers lui, je lui dis, oh, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous mettez le LBD comme ça? Pourquoi? Et c'est là où un des policiers qui nous connaît de manif l'a fait reculer. Donc voilà. Donc je veux dire que on risque beaucoup quand ce sont de nouveaux policiers qu'on connaît pas. Alors là, on risque gros. Ça peut dégénérer comme à Paris, comme à Lyon et comme n'importe où, comme à Toulouse, Montpellier. Par contre, ceux qui nous connaissent, qui savent qu'on ne fait rien de grave, qu'on fait que manifester, ils nous tapent pas pour rien ici. Ça, il faut le dire. À Nice, non. Ça, je peux dire que c'est faux. D'ailleurs, il n'y a personne qui a été tapé pour rien, à part l'accident du 23. Hein. Ouais. À part ça, il n'y a jamais eu. Et ce qui s'est passé ici l'après-midi, ouais. Ah oui, ça, il faut dire. Mais la BAC, par contre, il faut s'en méfier. La BAC, c'est elle qui a aussi arrêté rapidement Trambert alors qu'il faisait rien. La BAC, elle vient et puis elle a quelque chose contre vous, elle vous emmène. Hein. La BAC, c'est terrible. Voilà. Et c'est pas comme ça avec tous les autres policiers. C'est vraiment la BAC spécifiquement. Oui. Mais ça, c'est en France ailleurs aussi. Hein. 8 sur 10 policiers, 10 personnes de la BAC, d'agents de la BAC, c'est vraiment dépourvu. 8 sur 10. Hein. Moi, je peux le dire. Parce que j'ai vu comment à chaque fois ils m'ont cherché. Hein. Ils m'ont chaque fois cherché. Hein. Et donc, ma dernière garde à vue, en janvier ou février 2020, je pense que c'était début février, avant le carnaval, oui. Eh bien là, un fait gravant. Enfin, c'est encore au jour d'aujourd'hui dans ma tête. C'est au moment où c'est que il y avait des gilets jaunes connus dans toute la France qui se faisaient arrêter et qui partaient comme ça, qui passaient un test psychiatrique et qui allaient comme ça dans un hôpital psychiatrique. Et moi, ça m'est arrivé. C'était Maître Taïeb qui me défendait cette fois-ci, c'est Maître Taïeb. Et il a été très très surpris aussi quand il a vu ça. Parce que... Donc tu as fait une garde à vue et ils voulaient que tu fasses un test psychiatrique. Et ils m'ont fait faire. Ouais. C'est-à-dire, mais j'ai très bien répondu. D'abord, ils sont venus me chercher presque à la fin de mes 24 heures, quand j'étais complètement crevé avant de prendre, bien entendu. Hein. Ouais. C'est pas au début, le font à la fin, quand vous en pouvez plus, parce que vous pouvez être virulent, dans la parole, je veux dire. Ouais. Et donc là, au moment où ils vous disent d'aller à la fouille, 1 heure avant, 2 heures avant, parce qu'après il y a le procureur, on attend la réponse du procureur, eh bien on me dit, Madame Sando, venez, je dis, je vais où? Vous allez voir le psychiatre. Oh bon, et pour quelle raison? Le psychiatre veut vous voir. Donc là, il faut pas commencer à crier, bien entendu, il faut rien dire, il faut y aller tranquillement. Et puis, il faut parler aussi, il faut parler avec un ton un peu sec, mais avoir des propos cohérents aussi. Hein, il faut pas commencer. Voilà, et moi, on m'avait demandé pourquoi j'étais toujours en manifestation, pourquoi j'avais pas arrêté les manifestations, s'il y avait des problèmes de psychiatrie, de malades, de parents chez moi, dans ma famille. Regardez, ils veulent savoir. J'avais dit non, qu'il n'y a personne. Que ma maman était un professeur, mon papa était pilote, que mon frère travaille, que tout le monde va bien. Qu'il n'y a pas eu de personne... voilà, s'il y avait eu un membre de la famille, peut-être que j'aurais atterri vraiment à Sainte-Marie, vous voyez. Et je me rappelle, ça m'avait choqué. Ouais, c'est choquant, oui, c'est grave, oui. Ça m'a choqué. Et puis après ça, c'est là où j'ai vu que ça se corsait, ça changeait. Leur mode de fonctionnement, leur stratégie change aussi. C'est pas toujours les mêmes. Et pourquoi c'est comme ça qu'ils ont aussi, on va dire, un pas d'avance sur nous? Parce que ce jour-là, je pensais pas. J'allais subir un truc psychiatrique. Hein. Et puis après, je me rappelle que Taïeb a entendu ça. Il m'a appelé dans le tram à la sortie. Il m'a dit, Madame Sando, c'est quand même incroyable ça. Je lui ai dit oui. On m'a demandé si je fréquentais des stands de tir. J'avais dit non. Et si j'avais une arme chez moi, j'avais répondu que je n'ai pas d'arme. Donc vous voyez jusqu'où ça va. Oui, ça va loin. Donc on est vraiment classé S, dangereux. Tant qu'il le croit. Oui. Tant qu'il le croit. Oui. Que nous sommes dangereux, mais nous ne sommes pas dangereux. Marlène, oui. Tu étais le 23 mars 2019 à Nice. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as vécu? Oui, bien sûr, je peux le raconter dans le sens où je me rappelle comme si c'était hier. Mais avant ça, je voudrais dire aussi que les violences n'ont pas débuté le 23 mars, puisque j'ai fait partie de ceux qui ont commencé au tout premier jour, donc on a dit le 17 novembre. Le 17 novembre.
C'est vrai que il y a déjà 2 ans, donc on Ça oublie la passe, date, il hein. s'en est passé des choses. Voilà, et donc déjà ce jour-là, j'ai été violemment sortie de mon véhicule par les cheveux, etc. Je passerai les détails puisque c'est pas ce jour-là qui nous intéresse principalement. Mais en ce qui concerne donc le 23 mars, donc moi je me suis pas rendue le matin au rassemblement de Garibaldi parce que je savais d'ores et déjà que, en tout cas il me semblait que ça sentait le guet-apens. Donc j'ai choisi de plutôt participer au rassemblement de l'après-midi autour de la Gartière. Et lorsque je m'y suis rendue accompagnée de mon ex-compagnon, la majorité des gilets jaunes étaient déjà nassés, donc, et menacés par un canon à eau. Et donc il y a eu une petite dualité qui a duré un certain temps entre les gilets jaunes qui voulaient persister à vouloir aller sur une zone dite rouge, puisqu'on avait à ce moment-là Ouais, il y avait des zones interdites, soi-disant. Il y avait soi-disant des zones interdites et des zones où on pouvait manifester. Donc il y avait un petit peu ce duel qui a duré un moment, qui avait déjà commencé quand je suis arrivée. Donc la NAS se resserrait, s'élargissait, comprenant même des gens qui ne venaient pas spécialement manifester. J'étais en jaune ce jour-là et je me suis vite débarrassée de mon jaune pour juste dans un but stratégique, hein, histoire de ne pas être embarqué tout de suite au moment de l'arrivée. Et donc je devais veiller malgré tout à chaque instant si j'étais pas prise dans la nasse. Donc ça a duré un moment. J'ai pu voir aussi des personnes qui ne se rendaient pas à la manifestation mais qui ont été violentées, qui eux se rendaient se faire des achats, enfin peu importe, faire autre chose que la manifestation, se faire violenter, se faire agresser verbalement démesurément. Il y avait très peu il y avait pas beaucoup de manifestants en fait. Non, il m'a pas semblé qu'il y en ait, je dirais, ouais c'est ça, tu me disais toi une centaine, moi j'aurais peut-être 200, mais c'est difficile de se rendre compte finalement du nombre. Et donc, à un moment donné, le groupe principal des Gilets jaunes qui était présent quand je suis arrivée ont décidé de se lever et de finalement envisager d'aller sur une zone dite blanche, parce que c'était secteur rouge, secteur blanc, enfin, voilà. Donc là, on va tous ensemble, on fait nos marches habituelles avec nos chansons, etc. Ça a dû durer une dizaine de minutes. Hein, on était acclamés même par certaines personnes au balcon, nous encourageant. Voilà. Et d'un coup, d'un seul, tout le monde s'est mis à courir. Tout le monde s'est mis à courir dans tous les sens, à chercher plus ou moins des échappatoires, chose qui nous était impossible parce qu'on s'est vite aperçu que chaque intersection était bouchée par la police, les CRS. Et donc on était tous en groupe jusqu'au moment où moi j'étais déjà bien asphyxiée parce que ça faisait un certain temps qu'on courait et surtout on savait pas où on allait, il y avait la peur, l'affolement. Des gazages. Alors moi, dans un premier temps, nous on savait pas à ce moment-là, on savait qu'on était en danger parce que il y avait tous ceux derrière qui couraient, donc ça sentait le danger. Enfin ça. Pour l'instant, il y avait à ce moment-là pas de signe de gazage ni de signe de tir de quelque sorte que ce soit, jusqu'à un moment où oui, là j'ai entendu des tirs, j'en ai averti mon compagnon qui était juste devant moi, en lui disant ça y est, il nous tire dessus. Et là je sens que je suis touchée, je l'appelle en lui signifiant je suis touchée. Et en se retournant, là je vois que c'est lui qui est touché plus gravement que moi parce que son oreille est découpée en deux, clairement. Il saigne beaucoup à ce moment-là. Et il continue à me dire cours, cours, cours. Et moi je voyais devant, lui était tourné vers moi, il voyait pas que devant on s'était barré. Il nous avait fait un barrage de véhicules, donc on était pour ainsi dire dans un étau entre ceux qui nous barraient le passage devant, ceux des côtés et ceux qui nous couraient derrière et qui nous tiraient dessus en même temps. Donc je lui disais ça sert plus à rien, ça sert plus à rien, ça sert plus. J'arrivais même plus à parler. On s'est rabattu sur le trottoir d'en face avec d'autres gilets jaunes qui leur signifiaient qu'il y avait des blessés.
Donc bras en l'air pour signifier un drapeau blanc, on n'est pas en guerre, on va pas vous agresser, etc. De là, en un coup d'œil, je vois des ninjas en fait, en l'air, matraque en l'air, avec une haine, une violence. J'avais jamais vu ça en dehors des films en fait. Et de là, je me suis rabattue sur moi-même en boule. Et quand j'ai relevé la tête, il n'y avait plus personne, tel un tsunami, une vague qui avait emporté tout le monde en même temps, enfin tous ceux avec qui j'étais à ce moment-là. Donc plus personne. Donc là, j'ai peur, je me remets en boule parce que je me dis que très certainement c'est cette position qui m'a sauvée entre guillemets. Donc je me remets en boule et là je sens une main qui me tire et en me relevant, je m'aperçois que c'est un CRS qui me dit partez. Mais là, j'ose pas, parce que je sais pas si c'est de l'art ou du cochon. Je me dis à tout moment, c'est un piège. Je savais franchement pas comment réagir. Donc, je persiste à rester dans ma posture. Et donc, le CRS continue à me dire partez. Et au bout d'un moment, lui s'en va aussi. Et je finis par me décider à me relever tout d'abord doucement, marchant doucement, histoire de peut-être juste passer pour un passant qui était au mauvais endroit au mauvais moment, jusqu'au moment où j'ai vu un passage sur une perpendiculaire et j'ai pu m'infiltrer là. Et là, j'ai continué à courir et essayer de rejoindre d'autres gilets jaunes parce que j'étais choquée, j'étais littéralement en état de choc. Je comprenais pas si ce que je venais de vivre c'était vraiment réel, si je sortais d'un cauchemar. Je me pinçais même parce que psychologiquement c'était pas possible. Je ne pouvais pas concevoir qu'on ait subi une telle attaque. C'était une chasse à l'homme en fait. J'avais l'impression d'être un gibier à ce moment-là, comme certainement tout le monde. Qui plus est à Nice, on n'a jamais représenté un quelconque danger. Je veux dire, j'ai jamais vu moi de casse urbain ou etc. C'était pour moi complètement démesuré, une vraie fiction et un déchaînement de violence. Un déchaînement de violence, et sans aucune humanité. Ouais. Sans échappatoire, c'est comme si on vous a mené dans un piège. Ah, mais c'était un piège. C'était un piège. Clairement un piège. Ensuite, donc, quand j'ai réussi à retrouver un certain nombre de gilets jaunes, on s'est tous recentrés et regroupés à la caserne d'Auvar où avait été mis en garde à vue un certain nombre d'entre nous dans des conditions assez extrêmes aussi. Et en attendant qu'on les libère au fur et à mesure, au bon vouloir. Mon ex-compagnon a fait quand même 72 heures de garde à vue, dont une nuit à la prison de Nice. Dans un état avec l'oreille arrachée. Plus il avait dû être frappé par la suite. Ça je ne l'ai pas vu puisque comme je l'ai expliqué, ils ont tous été emportés par une vague de CRS et continuent à être frappés. Moi j'en ai vu encore attachés à des grilles, donc inoffensifs pour ainsi dire, puisque pas armés, attachés, à continuer à prendre des coups. Mais maintenant que j'y pense, quand j'étais encore sur ce fameux trottoir, un jeune qui avait escaladé un portail pour se mettre à l'abri, ils l'ont sommé d'une violence de sortir de là, sans quoi il l'attraperait de toute façon. Il était terrorisé, ce jeune aussi. Mais après, après c'est le flou parce que je saurais même pas quel mot employer. Parce que tout ça se passe très rapidement. Très rapidement. Souvent, c'est voilà. On n'a pas le temps d'analyser la situation. Et donc tout dans une disproportion inouïe, quoi. Donc en ce qui concerne mon ex-compagnon, lui, ça a été compliqué parce que du coup c'était comparution immédiate, menace de prison. Il y avait la plainte de 2 officiers qui disaient qu'ils les avaient frappés. Pour moi, ça a été compliqué. Il fallait que je lui trouve tout de suite un avocat. C'était comme on n'est pas habitué à ce genre de choses, on connaît pas les lois. On sait pas comment se défendre, on sait pas comment agir. Et puis on est dans les mois également aussi, donc c'est difficile d'être objectif. Voilà. Mais il a été condamné. Il a été condamné. Il a été condamné. Alors je crois que c'était. En comparution immédiate. En comparution immédiate. Je me rappelle plus très bien si c'est 3 ou 5 ans.
Donc il a eu 1500 € par officier à honorer, plus les frais d'avocat. On a bénéficié d'une cagnotte Gilets jaunes qui l'a bien aidé d'un montant approximatif de 500 à 600 €. Et donc ça a été pour lui une énorme gifle parce qu'il n'était pas du tout préparé à ça. Ce jour-là d'ailleurs, il devait aller faire une randonnée à vélo avec mon fils. Et par peur pour moi, il m'a accompagné. Donc en plus, ça montrait bien qu'il n'était pas du tout dans l'idée d'en découdre avec les services de police, hein, puisqu'il était en short et en t-shirt basket. Enfin, je veux dire. Ouais, il n'était pas en tenue black bloc. Hormis sa corpulence, non, pas, absolument pas. Voilà, non. Absolument pas. Je pense que sa corpulence, par contre, a été à son détriment parce qu'effectivement, il est grand et costaud et je pense qu'il a été particulièrement ciblé aussi à ce moment-là. Par rapport à son physique, tout simplement. Oui, tout simplement. Ouais. 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 Et Voilà. les policiers ont prétendu qu'ils... voilà. Les policiers ont prétendu qu'ils les avaient frappés et qu'ils étaient eux-mêmes choqués, qu'ils n'arrivaient plus à manger, qu'ils faisaient des cauchemars, enfin qu'ils étaient traumatisés, clairement. Donc ce qui était assez pathétique d'ailleurs au tribunal, hein, parce que d'un côté effectivement il y avait mon ex-compagnon bandé, bientôt on lui voyait même plus le visage, il a eu aussi des sutures à la pommette, donc ils ont dû intervenir par la suite, parce que moi je m'en étais arrêtée à l'oreille déchirée qui était déjà bien assez. Et donc les policiers en question, bien bronzés, bien en forme, juste à l'image, on voyait bien qu'il y avait quand même un truc qui clochait, quoi. Hein. Non, c'est... Et pourtant, il a été condamné. Et pourtant, il a été condamné. Malgré que, oui, juste qu'on puisse voir rien que son visage, c'était plutôt lui la victime. Ah, là, voilà. oui, Ouais. là, il n'y avait même plus l'histoire de la corpulence. Enfin, je veux dire, il y avait les faits. C'était visible, c'était... on pouvait pas l'inventer. Hein. Il était encore bien marqué et bien en état de choc aussi. Ce qui a eu un impact d'ailleurs sur notre vie privée également, hein, puisque depuis on est séparés. Il y a eu d'autres choses, d'autres éléments personnels, mais ça y a contribué. Ouais. Oui, certainement. C'est quand même un traumatisme, bien sûr. Ouais. Bien sûr, oui. Ouais, et en plus d'être condamné et de devoir verser des indemnités en plus, voilà, c'est pas sûr. Pas des plus petites non plus, hein, quand même. Donc, parce que tout le monde sait que les frais d'avocat, c'est pas des petits frais. C'est pas rien, voilà. Plus effectivement les dommages intérêts demandés par les officiers. Ouais, en tout, on parle de plusieurs milliers d'euros, ouais, plusieurs en fait. Milliers d'euros, ouais. Donc le simple fait d'aller à Nice ce jour-là pour manifester, et c'était une manifestation déclarée, qui était dans un secteur qui était autorisé. Alors au départ, je ne sais pas si la Gartière était autorisée. Ça, normalement, oui. Normalement, oui. Voilà. Et Garibaldi, enfin c'est très flou, mais cette zone-là était autorisée. Voilà. Mais bon, moi, Garibaldi d'office... Voilà. Vu que Garibaldi est encerclé de plein de ruelles, pour moi c'était le guet-apens idéal. Donc c'était certain que je m'y rendais pas ce jour-là, bien que je sois solidaire à 10 000% de tous mes collègues, si je peux parler comme ça, gilets jaunes. Mais voilà, je saurais pas quoi dire de plus en fait. Très bien, merci beaucoup Marlène. Avec plaisir. Enfin, si on peut parler de plaisir, parce que... On lâche rien, 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 on lâche rien. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond, il n'y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles, on n'y croit plus. Nos dirigeants sont des